Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, Territoire d'info. C'est une heure de direct, vous le savez, on retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le journal des territoires. Whirlpool, les salariés à Matignon pour parler de l'après. Jeudi matin, Bernard Cazeneuve a reçu les représentants syndicaux de l'usine pour évoquer la future reprise du site et annoncer la mise en place d'une commission chargée de suivre le dossier après l'élection présidentielle. Pas d'annonce particulière, mais un point d'étape important. Les élus restent donc vigilants pour la suite. Adélaïne Bohart pour WEO TV dans le Nord. Il l'avait promis lors de sa venue à Amiens il y a un mois. Bernard Cazeneuve a reçu jeudi matin les représentants syndicaux de l'usine Whirlpool, ainsi que des élus locaux. Xavier Bertrand, Barbara Pompili, Laurent Saumon et Brigitte Fouret faisaient partie de la délégation reçue par le Premier ministre. Pas d'annonce particulière, mais un point d'étape important. La priorité pour nous, c'était la réindustrialisation du site. Donc il est indispensable que l'on trouve des moyens de faire en sorte que ce site soit de nouveau occupé à des fins industrielles. Il y a deux projets qui semblent être plus avancés que les autres. Pour autant, rien n'est acté, rien n'est fait. Donc je pense qu'il faut être discret. Le site de Whirlpool intéresse un certain nombre d'entreprises et que ça, c'est plutôt rassurant. À l'issue de cet échange, les syndicats se sont dit ni déçus ni soulagés. Seul engagement pris par Bernard Cazeneuve, la création d'un comité de suivi qui survivra au changement de gouvernement des prochaines semaines. L'entreprise Whirlpool est critiquable dans son comportement parce qu'elle a décidé de fermer unilatéralement ce site d'Amiens alors qu'il fonctionnait. C'est la raison pour laquelle nous sommes très attentifs au devenir de ce plan social. La création de ce comité de suivi officiel me semble une bonne idée. Et ça va permettre ensuite aux organisations syndicales aussi de relayer auprès des salariés à chaque fois que des informations seront connues. On ne va pas laisser les organisations syndicales seules. Dans l'attente, les syndicats manifesteront le 18 avril prochain à Paris pour interpeller les candidats à la présidentielle et toujours partager leur inquiétude. Une page écologie et environnement maintenant avec un concept de ferme urbaine qui a de l'avenir. Illustration à Metz où une ferme est en train de pousser en plein cœur du quartier de Borny. À terme, on y élevera des poules, des lapins, des cochons et des moutons. Pour l'heure, ce sont 3 hectares destinés au maraîchage qui sont en cours d'aménagement. La ferme de Borny est une société coopérative créée par un couple de maraîchers qui sont soutenus dans leur démarche par la ville de Metz. Leur objectif est de produire et de vendre des fruits et légumes bio en ville au plus proche des consommateurs. Ce sera l'une des premières de ce type en France et Gaël Tis pour Mirabel TV s'y est rendu. Si on la met dans la terre comme ça, elle va être en contact avec l'air, elle va se dessécher et ça va pas reprendre. Donc il faut faire ce qu'on appelle un pralin. Donc un pralin, c'est un mélange de boue et d'eau. Replanter ces arbustes déracinés pour mieux respecter la biodiversité des lieux, telle est bien la philosophie de la ferme de Borny. En plein cœur de ce quartier messin, fruits et légumes sortiront bientôt de terre. À l'origine du projet, un couple de maraîchers qui avait à cœur de promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement. On a vraiment voulu créer un pôle d'agriculture biologique pour vraiment expliquer comment se passe l'agriculture biologique, comment on peut se nourrir de façon saine, qu'est-ce que c'est que la biodiversité. Et donc tous ces éléments-là mis bout à bout faisaient que ce projet-là devait être en centre-ville. Et la ville de Metz nous a suivis, donc voilà. Propriétaire de ces terrains, la ville de Metz apporte un soutien logistique et loue ses parcelles des anciens vergers et jardins familiaux. Elle souhaite aussi faire partie de ses actionnaires au même titre qu'une centaine d'habitants du quartier. La ferme de Borny est une société coopérative qui souhaite remettre le circuit court au cœur des habitudes de consommation. Donc rentabilité, on l'aura au travers de la vente de la production de l'atelier de maraîchage, au travers de la vente de l'atelier d'animaux, puisqu'on va produire des animaux poules, canards, oies, moutons sur le site, et puis au travers du magasin de producteurs et de la ferme pédagogique. Et parce que la pédagogie fait partie intégrante du projet, la ferme accueille volontiers des chantiers de jeunes. Ils sont une vingtaine ce matin à être venus prêter main forte aux maraîchers par le biais de leur association de quartier. Ils sont en train de préparer un peu le chemin. Ici, ça va être un peu
la traversée en fait du site. On va accueillir des enfants, on va accueillir des personnes âgées, on va accueillir certainement aussi des personnes en situation de handicap. Donc il faut vraiment que tout le monde puisse circuler le plus facilement. On a vraiment envie en fait que ce soit un lieu ouvert où il peut se passer des choses, où on va pouvoir se rencontrer et discuter en fait de la façon dont on travaille. Et si une partie du terrain est encore en cours de défrichage, une parcelle a déjà été ensemencée de petits pois et de navets, des légumes qui devraient pouvoir être croqués d'ici la fin du printemps. La écologie suite, les conséquences de l'éolien offshore sur l'environnement, c'est aussi un véritable défi pour l'avenir. Direction les Pays de la Loire, où le projet du parc éolien des îles Dieu et de Noirmoutier, qui prévoit l'implantation de 62 éoliennes au large des îles vendéennes, pose de nombreuses questions, notamment sur l'impact de ces éoliennes sur l'environnement. La société porteuse de ce projet déposera dans quelques semaines son rapport auprès de l'État, et Apolline Laurent pour TV Vendée est allée regarder de près cette affaire. Voici une vue du front de mer de la Guérinière aujourd'hui. Et voici à quoi elle ressemblera demain si le projet de parc éolien offshore au large des côtes vendéennes est mis en place. Depuis 2014, la société éolienne en mer Île-Dieu et Noirmoutier étudie la faisabilité du projet en vue de sa construction. Impact économique, touristique ou encore environnementaux, tout y passe. L'environnement, c'est l'environnement physique, le milieu physique, le sol, les vents, les courants, les sédiments. C'est aussi les compartiments biologiques, donc tout ce que je vous ai cité, les oiseaux, les mammifères marins, le benthos, les chauves-souris. Mais c'est aussi le milieu humain. On parle d'une étude d'impact environnemental, ça comprend aussi le milieu humain. Donc on a analysé l'activité de pêche, l'activité touristique, les activités maritimes de plongée, pêche plaisance, etc. Mais ce sont surtout les animaux qui seront les plus exposés à ces aérogénérateurs de plus de 89 mètres de haut. Sous l'eau, certaines zones seront détruites pour implanter les socles et des oiseaux risquent de se prendre dans les pales. Alors pour compenser ces pertes, des mesures ont été anticipées. On a travaillé sur les orientations des lignes d'éoliennes pour les mettre parallèles aux axes de vol des oiseaux, pour faire en sorte que les oiseaux en vol soient moins perturbés. C'est un site sur lequel on a beaucoup d'espèces présentes à différentes périodes de l'année. Pour autant, on n'est pas sur un site avec une très très forte concentration, notamment d'oiseaux ou de mammifères marins. Donc c'est un parc éolien qui globalement ressort comme étant assez peu impactant, même si les expertises sont toujours... les analyses sont toujours en cours là-dessus. À 4 ans d'une éventuelle mise en service, la population continue à s'interroger. Et il y a les pour et les contre. Je fais partie de gens qui ont, par exemple, acheté à Barbâtre pour voir vue sur la mer et voir l'horizon tous les soirs. Et 80 éoliennes en face de chez moi, ça me chagrine un peu. Et nous, on est propriétaires aussi et c'est pas pour ça qu'on va vendre. Et puis les gens, je pense pas que ça les empêche de venir à Noirmoutier. On a quand même la vue de la mer et tout. Enfin. Ce projet nous fait un peu peur car il représente un véritable champ d'éoliennes à 16 km de l'île et nous craignons beaucoup pour l'impact sur l'environnement et aussi sur les aspects touristiques de cette île. C'est vrai qu'il y a du pour et du contre dans tous les problèmes, mais il n'y a aucune raison de ne pas commencer à s'orienter vers des énergies renouvelables. Ce projet n'est pour l'instant pas encore entériné et le dossier complet sera déposé le 3 juin prochain devant les services de l'État. La réponse définitive du lancement du projet sera annoncée fin 2018. Voilà une page mémoire dans ce journal. Maintenant, on se rend dans les Hauts-de-France pour une page d'histoire, la caverne du Dragon, mémoire du chemin des dames. Transformée en musée, cette carrière de pierre a été investie par les Allemands et les Français pendant les combats de la Première Guerre mondiale. Adélaïne Bollard pour WEO TV dans le Nord. On dit que le monde entier s'est battu au chemin des dames, et sur tous les fronts, à terre, dans le ciel, mais aussi sous terre. La caverne du Dragon est un précieux témoin du passage des soldats allemands et français. Située sous les champs de bataille du chemin des dames, cette carrière de pierre a d'abord vu les Allemands l'investir, en faisant de cette caverne une caserne, un lieu stratégique. Lorsque des assauts ont lieu, notamment le 16 avril 1917, la carrière était aux mains des Allemands. Et donc les Français passaient au-dessus de cette carrière. Et malheureusement, ces troupes étaient donc prises à revers. D'où l'importance de posséder ces lieux qui sont des lieux de cantonnement, qui servent aussi. Il y a des postes de secours également, de postes de commandement. En juin 1917, après l'échec cuisant de l'offensive Nivelle, les soldats français remportent une victoire, la prise de la caverne du Dragon. Les Français sont au sud et les Allemands sont repliés au nord. Et du coup, ce mur sera érigé, ce vestige de mur, un mur français, sera érigé au mois d'août, entre août et octobre 1917, pour séparer ces hommes. Donc ils sont là.
Et ils vont vivre pendant à peu près 2 mois, jusqu'au mois de novembre 1917, séparés seulement par un mur dans cette carrière. La guerre continue donc à 15 mètres sous terre, dans l'obscurité, dans l'humidité, la fraîcheur aussi. Transformée en musée, la caverne et ses 12 degrés présentent aujourd'hui les vestiges de ces affrontements souterrains. Armes, objets du quotidien, éboulements, artisanat de guerre font découvrir le quotidien des soldats de la Grande Guerre. Le chemin des dames, lieu emblématique de ces affrontements, est terrain singulier. Ce chemin des dames est truffé de carrières de pierre calcaire du fait de sa géologie, de son histoire ancienne. Le calcaire a été exploité pendant des centaines d'années et il y en a partout. Donc cela va jouer un rôle absolument colossal durant la Grande Guerre. Le chemin des dames est gravé dans la mémoire collective pour ses batailles sanglantes et meurtrières. La caverne du Dragon participe aujourd'hui à mettre en lumière les éléments d'un passé lourd de souvenirs pour toujours entretenir la mémoire de ses combattants. Pour finir ce journal, une femme remarquable, une rue en son nom, c'est le cadeau qu'a reçu René Lacoude le jour de son 100e anniversaire. Hier après-midi, la ville de Saint-Médard-en-Jalles en Gironde a rendu hommage à l'une de ses habitantes, une ancienne résistante, figure emblématique du train fantôme à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Récit de cet hommage émouvant avec Lucie Ferreira pour TV7 en Gironde. Arrêtée par les Allemands à la fin de la dernière guerre, cette ancienne résistante embarque dans un train en direction de Dachau. Un voyage de 2 mois au lieu de 3 jours. À 27 ans, René Lacoude connaît l'enfer. Chaleur, faim, soif. Elle vit un véritable cauchemar. Partie le 14 juin 1944, son calvaire prend fin le 28 août. Je veux la partager avec tous ceux qui ne sont pas revenus. À 100 ans, une plaque en son nom est posée dans sa ville, un véritable symbole. Moi, je ne sais pas si je suis un symbole de la liberté, mais c'est pour la liberté que je me suis battue. Famille, amis et anonymes, ils ont été nombreux à assister à cet événement rare. L'occasion au souvenir de refaire surface. J'avais 6 ans quand ma mère a été arrêtée. Je n'avais pas eu la conscience exacte de la situation. Mais je ne savais ni pourquoi ni comment. J'étais à cette époque un enfant. Une histoire qu'elle partage avec ses proches et qui traverse les générations. On a eu des dîners de famille où mamie en a parlé, où elle a parlé de détails dont elle ne parle pas forcément en public, et de moments difficiles qu'elle a eu en déportation. Elle m'a raconté une grande partie de son histoire, donc je la connaissais déjà un peu. Récompensée par la Croix des commandeurs de la Légion d'honneur, aujourd'hui, elle souhaite transmettre son courage aux jeunes. Les jeunes, soyez très attentifs à ce que vous faites, réfléchissez. Les jeunes disent on ne fait pas de politique, mais ce n'est pas de la politique, c'est votre vie. Soyez unis. Une rue à son nom, un précieux témoignage historique qui restera gravé dans la ville de Saint-Médard-en-Jalles. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant, le débat des éditorialistes. Mais tout de suite, comme chaque jour, la une de vos quotidiens ce matin. On commence par une une internationale avec Ouest France, avec les pleins pouvoirs au Turc Erdogan. 55 millions d'électeurs doivent se prononcer dimanche en Turquie. Pour l'Écho de Haute-Vienne, Villepinte, gardien de prison en colère. SOS Maton, le ras-le-bol des gardiens de prison de Villepinte en Seine-Saint-Denis a explosé en manifestation déterminée. La directrice de l'établissement a précisé que son taux d'occupation avait atteint le record de 201%. C'est dans l'Écho de Haute-Vienne aujourd'hui. Pour le courrier Picard, c'est Whirlpool, rien n'est perdu. Un comité de suivi a été acté hier à Matignon. Xavier Bertrand apporte de nouveaux éléments sur les 2 projets de reprise évoqués. On en a parlé il y a un instant avec un sujet dans le JT des territoires. Pour l'Ardennais, c'est la présidentielle vue de Belgique à 10 jours du scrutin. Le reporter de l'Ardennais est allé prendre la température chez nos voisins belges. Pour le Télégramme, le coût comparé des programmes, on en parlera dans un instant avec Philippe de Sertine, économiste, professeur d'économie aussi et éditorialiste à Sud-Ouest. Ce chiffrage peut poser problème et c'est le Télégramme en une aujourd'hui, le coût comparé des programmes. Pour Libération Champagne, des étudiants captivés. Quel est le regard des étudiants sur cette campagne présidentielle au-delà du blabla, des affaires ? Ceux qu'a rencontré Libération Champagne se disent
captiver. Pour l'Est éclair, 210 emplois pour faire des sandwichs surgelés. L'entreprise So Fast, So Good voit plus grand et envisage 60 emplois de plus que prévu d'ici à 5 ans. Le recrutement a commencé, c'est dans l'Est éclair. Pour le Midi Libre, le boom des projets financés sans banque grâce à Internet. Le crowdfunding, vous savez, ça s'appelle comme ça, permet de se lancer. Et ce sont des exemples cités en Occitanie dans le Midi Libre aujourd'hui. Pour la Charente libre, défi dangereux d'ado. Une maman alerte la baleine. Vous le savez, un jeu mortifère déferle sur les réseaux sociaux depuis 2 mois. 50 défis toujours plus dangereux qui séduisent certains adolescents aux grandes dames des parents déboussolés. C'est la baleine bleue et c'est à la une de la Charente libre. Pour le Maine libre, exposition universelle, le Mans entre en piste. Et puis les 24 heures moto, la pole se joue ce matin, le Mans hier, pendant que la fête se préparait pour cette 40e édition de la course d'endurance. Les équipages vont en découdre aujourd'hui pour tenter de décrocher le meilleur chrono. Nous allons maintenant, comme chaque matin, balayer l'actualité avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale et des spécialistes. J'accueille Philippe Martin de Région Magazine. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous. J'accueille Olivier Allemand, le patron de Campagne TV, notre partenaire qui diffuse cette matinale d'info 4 fois dans la journée aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Et puis Philippe de Sertine, économiste, professeur et éditorialiste au journal Sud-Ouest. Bonjour Philippe, bien connu des téléspectateurs. Merci d'être présent sur ce plateau ce matin. Alors, les candidats, leur programme, la question auquel on va s'intéresser ce matin, eh bien, c'est comment les finance-t-on ? Compte tenu de la faible marge de manœuvre économique et financière, une équation auquel le Haut Conseil des finances publiques, auquel vous appartenez, Philippe de Sertine, s'est intéressé en publiant son avis mercredi. Exactement. Nous avons publié notre avis sur le programme de stabilité, c'est-à-dire les engagements de la France à 3 ans. C'est intéressant parce que dans le quinquennat, il y a les 3 premières années. Et en effet, ce que nous devons dire aujourd'hui à l'ensemble des Français qui vont se décider dans un peu moins de 10 jours, c'est que la marge de manœuvre, en effet, immédiate est très, très étroite. Nous sommes dans une situation financière qui est très, très tendue. Nous sommes dans une situation qui peut se dégrader ultra vite, de manière très facile, c'est-à-dire avec une remontée des taux d'intérêt. En clair, aujourd'hui, lorsque l'on est en train d'évoquer, on va dire le 8 mai, c'est-à-dire juste le jour d'après l'élection présidentielle, la grande question qui va se poser, c'est même sans avoir rien fait, est-ce que la France ne peut pas se retrouver dans une situation où finalement, on va dire, les décisions seront compliquées à prendre. D'où votre édito qu'on voit derrière vous, le bal des imposteurs dans Sud-Ouest. Oui, c'est-à-dire on a l'impression que, on va dire, de manière générale dans la campagne, on s'est complètement désintéressé de cette situation. Au fond, on fait comme si on partait d'une page blanche en disant on propose tout un tas de solutions possibles, tout un tas, on va dire, d'investissements, de financements, de dépenses, beaucoup de dépenses. Si on les additionne les unes après les autres, si on regarde, si après tout les Français se disaient mais pourquoi on ne prendrait pas le meilleur de tous les programmes, vous voyez, vous arrivez à plus de 600 milliards de dépenses. Donc c'est-à-dire on est dans quelque chose d'absolument ahurissant avec en face une situation, c'est-à-dire ce dont on va hériter, qui est extrêmement tendue, remontée des taux, super dangereux. Vous dites que la situation économique n'est pas si bonne. On a eu cette petite musique ces derniers mois que ça s'améliorait. Alors, nous avons eu l'année dernière, donc 2016, la croissance de la France très décevante, 1,1%, alors que la croissance européenne repart. Incontestablement, la croissance, on va dire, occidentale, européenne est molle, mais va plutôt mieux en 2017. Vous voulez dire nos voisins ? Nos voisins, et les États-Unis d'ailleurs. Le problème, c'est que la France, et là c'est un constat, et vous voyez, c'est pas du pessimiste ou quoi que ce soit, c'est dire, on regarde les choses. La France a un problème par rapport à cette croissance qui repart, y compris quand la consommation repart chez nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit quand les Français consomment plus ? C'est que nos importations explosent. Le grand chiffre qui aujourd'hui doit nous intéresser, c'est celui du commerce extérieur. Le commerce extérieur, l'année dernière, 2016, a été désastreux, moins 50 milliards. Alors, on a eu le problème agricole, c'est-à-dire ça a été une des causes. On a eu le tourisme, ça a été une deuxième cause très forte. On a eu une troisième cause autour d'Airbus. Le problème, c'est qu'en janvier et février 2017, les chiffres sont toujours catastrophiques. Alors que là, logiquement, on devait aller beaucoup mieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, quand la demande augmente, eh bien, l'économie française ne répond pas à la consommation de ses citoyens. Alors, vous me renvoyez à Olivier Allemand, de Campagne TV. Les agriculteurs. Oui, mais c'est vrai que l'agriculture était historiquement une des forces exportatrices de la France. Et c'est vrai que compte tenu de l'embargo russe, le problème des quotas laitiers aussi avec les Chinois, finalement, ça fait que effectivement le commerce extérieur, l'apport d'agriculture au commerce extérieur est effectivement fortement diminué l'année dernière. La crise climatique terrible. Clairement. Philippe Martin.
Nous, on ne s'est pas intéressé à cet aspect-là, on s'est intéressé à l'aspect programmatique qui concerne les collectivités. Donc, on va y venir après. Philippe de Sertine, le grand défi des 5 ans à venir, hein, c'est aussi le thème de vos papiers récurrents, et dans le Sud-Ouest notamment vous écrivez. En fait, vous dites qu'au fond, certains pays avancent, eux. Vous parlez de la Chine, vous parlez du grand plan qui n'a rien à voir avec celui de Mao Tse-tung. Hein. Chine 2025. Ouais. Racontez-nous, c'est incroyable. Il passe du Made in China au maintenant on Innovate in China. On innove en Chine. C'est exactement ça. Je crois que les 5 ans qui viennent, et là pour le coup, et notamment aux jeunes gens qui nous regardent ou qui sont en train de se demander comment ils vont voter, les 5 ans qui viennent... Ce week-end Pascal notamment, hein, discussion dans les familles. Ouais, exactement. C'est les 5 ans d'un changement de modèle économique à l'échelle mondiale. On est dans une révolution comparable à celle de la révolution industrielle, mais à l'échelle du monde. À l'échelle de là, au mois d'avril, mois de mai, on va passer les 7 milliards 500 millions d'habitants sur Terre. 7 milliards 500 millions, on était 2 milliards en 1950. C'est-à-dire, on doit avoir conscience à quel point nous sommes dans un moment clé de l'histoire de l'humanité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons changer de modèle, y compris quand on évoque le modèle agricole, par exemple. C'est un investissement technologique incroyable. Et là, quand on parle d'investissement que va devoir faire un pays comme la France, ça se chiffre en milliers de milliards d'euros. C'est ça que ça veut dire. Qui va financer ? Évidemment, on ne peut pas dire... alors, l'État peut financer un petit peu, mais un tout petit peu. En réalité, c'est l'énorme liquidité disponible sur le monde qui doit être concentrée vers cela. Et ça, c'est l'immense défi que nous avons. Les Chinois ont lancé le plan 2025, 2025, c'est-à-dire ils concentrent leur effort d'ores et déjà là-dessus. Ils veulent créer 3, 4, 5 Silicon Valley en Chine. Et ils sont en train de le faire. Ils sont en train de racheter un peu partout dans le monde toutes les entreprises de techno à vendre. Et ça doit nous interpeller, nous Français, nous Européens. Alors Emmanuel Macron était hier soir devant les startups. Hein. On a des atouts quand même, les Français, là-dedans. Non, attendez, nous avons tous les atouts possibles. C'est pour ça d'ailleurs que ça met en rage. On a tous les atouts possibles pour start. Up, ça veut dire investissement. Nous savons très bien start, nous ne savons pas faire up. C'est-à-dire qu'en clair, quand nous avons des grandes structures, il n'y en a pas 36 000 dans le nouveau monde qui ont été créés en France. Hein. Vous avez Criteo, vous avez venteprivée.com et vous avez Blablacar. Eh bien, ces 3 structures qui sont effectivement des structures représentant le génie français, elles sont américaines, elles sont cotées sur le Nasdaq aujourd'hui. Elles ne sont plus possédées par les Français. La Silicon Valley, en 1915, elle était en France en 1913, parce que 1915, c'était terrible. Mais elle était en France, c'est là qu'on inventait les nouvelles technos. Mais on les a financées. Du coup, c'est nous qui les avons. Est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu pessimiste? On dit que vous faites plutôt partie des pessimistes dans les économistes aujourd'hui. Vous voyez, je crois qu'il y a 2 choses, c'est-à-dire absolument pas pessimiste, totalement enthousiaste sur ce qui est en train de se passer. Sur la France. La question, c'est de dire, mais vous regardez la France, comment se fait-il que la France ait tous les atouts et qu'aujourd'hui, quand on est en train de regarder les géants mondiaux de la nouvelle économie, il n'y en ait aucun Français. Mais quand je dis ça, il n'y en a aucun Européen. La bataille des données est engagée, les big data, c'est ça, le grand sujet 2017, il y a 0 Européen. Et donc ça, c'est une vraie interrogation. Alors, Philippe Martin, Région Magazine, on passe au programme des candidats sur les régions. Est-ce qu'il y a là des atouts, des choses qui peuvent inverser ce que pense et ce que dit Philippe de Sertine? C'est plutôt inquiétant. Hein. Oui, vraiment. C'est plutôt inquiétant parce que quand on essaye de... D'abord, on n'en a jamais parlé tout au long de la campagne. Vous avez regardé tous les débats, les primaires de droite, les primaires de gauche, le débat à 5, le débat à 11. Il n'y a jamais eu un mot. Il n'y a jamais eu un mot sur les collectivités, sur les régions. Il n'y a même jamais eu une question d'ailleurs de la part de journalistes. Hein, jamais. Donc, ce qu'en disent les candidats. Hein, or, c'est quand même des compétences. Si je prends simplement le cas des régions, des compétences énormes. C'est quoi les régions? C'est le développement économique, c'est l'emploi. C'est les transports, les régions sont autorités organisatrices de transport, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est le développement durable, la transition énergétique, le tourisme, voilà. Des compétences en plus qui intéressent les Français dans leur vie de tous les jours, l'emploi, la formation, voilà. On n'en parle jamais. Et quand on regarde, donc nous on s'est quand même intéressé à creuser un peu le programme de chacun des 11 candidats et en particulier des 5 ou 6 principaux, on les a interrogés, certains ont répondu, d'autres pas. C'est au mieux inquiétant, au plus effrayant. Je prends quelques exemples. Prenons Marine Le Pen, elle supprime les régions. Purement et simplement, du jour au lendemain. Hein. Elle supprime les métropoles. On revient à une France napoléonienne avec la France, les départements, les communes. Du temps, on pouvait aller d'un bout à l'autre de département à cheval. Et ça, c'était en 1800. Quid des compétences régionales qui va s'occuper des trains express régionaux, qui étaient morts il y a 30 ans quand les régions en ont récupéré la compétence, qui maintenant sont florissants. Mais un département, une commune ne peut pas s'occuper des TER. L'État encore moins. Il les avait pour. Et qui va s'occuper des lycées? Qui va s'occuper du développement économique? Bon, ça, c'est le programme de Marine Le Pen. Il y a des suppressions, pures et simples, soi-disant pour faire des économies. Il n'y a rien de remplacement.
Jean-Luc Mélenchon, on va peut-être en parler après, c'est pareil. D'ailleurs, les programmes sont similaires. Lui, il annule la totalité des lois qui ont été votées depuis 3 ans, la loi MAPAM, la loi NOTRe qui donne les compétences aux régions, le nouveau découpage des régions, il le rejette. Il fait une constituante, on mélange tout, on mélange un puzzle, on refait des pièces partout. Les élus ont besoin maintenant de stabilité. Non, lui, il fout tout en l'air. Bon. Fillon, lui, c'est différent. Il dit il faut arrêter de matraquer les territoires, mais il supprime 6 milliards d'euros dans les 3 ans à venir dans les ressources territoriales. Il baisse les dotations de fonctionnement et surtout, il supprime 200 000 fonctionnaires territoriaux. Pareil, dans les régions, supprimer des fonctionnaires territoriaux, c'est compliqué. Il y a 85% d'agents opérationnels. Vous supprimez les gens qui travaillent dans les TER, le personnel ATOS des lycées, et ainsi de suite. Donc, dans chacun des programmes, quand vous creusez un peu... Alors, Macron, lui, il a 2 mesures. C'est je supprime la taxe d'habitation. Et l'État va compenser. On sait bien que l'État ne compense jamais. Donc les communes sont en panique. Et je supprime un quart des départements que je fusionne avec les grandes métropoles. Ça a marché à Lyon. Il n'y en a aucune autre qui s'est lancée dans le truc. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans le programme. Pourtant, Philippe de Sertine, que d'atouts. Oui, mais dans ces régions. Mais je crois d'ailleurs, alors vous voyez, soit si vous êtes sur le court terme, soit sur le long terme, c'est ça qui est passionnant. C'est vraiment, c'est au niveau du territoire que se passe aujourd'hui la grande révolution. Quand vous avez une grande révolution comme là, quand on est en train de parler de cette révolution technologique, c'est pas au plus haut niveau que ça se décide, c'est sur le terrain. Et quand l'année dernière les finances publiques se sont améliorées, c'est par les collectivités locales. Olivier Allemand, sur le terrain justement, vous êtes patron de campagne TV, c'est l'élection d'une femme. Christiane Lambert, première femme à la tête de la FNSEA. Et oui, qui est éleveuse de porc justement dans un territoire qui est le Maine-et-Loire. Et là aussi, pour rejoindre ce que disait Philippe de Sertine, c'est vrai que la croissance et la valeur ajoutée, elle se crée dans les territoires aujourd'hui et elle remonte. Et ça aussi, c'est un vrai changement de paradigme. Alors pourquoi c'est une première femme à la tête de ce syndicat qui a plus de 70 ans? Là aussi, c'est un changement de monde parce que ça correspond aussi au fait qu'aujourd'hui, 33% des exploitants agricoles sont des femmes. Et là aussi, c'est qu'elles tiennent les exploitations. Bien évidemment, pendant des années, c'est elles qui géraient, mais elles n'étaient pas exploitantes agricoles en tant que telles. Maintenant, elles le sont ouvertement. C'est incroyable parce que je me rappelle qu'une première ministre française, Édith Cresson, était appelée la parfumée à l'époque où elle était ministre de l'Agriculture. Et donc, on a une évolution énorme. Ah non, mais complètement. Dans ce monde-là aussi. Complètement. Elle avait déjà été la première femme présidente du syndicat des jeunes agriculteurs, Christiane Lambert. Et c'est vrai que, évidemment, elle est là aussi élue pour 3 ans avec une ambition qui est très très ferme. C'est la renégociation donc de la PAC, parce que la nouvelle PAC, à partir de 2020, doit être là aussi commencer à être négociée. Elle veut lancer justement son mandat sur la juste répartition de la valeur, parce que là aussi, les agriculteurs réclament des prix rémunérateurs. Alors pas forcément pour que ce soit plus cher au niveau du consommateur, mais que la juste répartition entre l'agriculteur, le transformateur et le distributeur se fasse. Et puis on parlait justement d'économie et de compétitivité. Là aussi son gros challenge, c'est justement de pouvoir faire entendre la voix française sur la baisse des normes et la baisse des charges, parce qu'évidemment en termes de compétitivité, ne serait-ce qu'en charge salariale, même à l'intérieur de l'Europe, il y a des distorsions de concurrence qui sont énormes aujourd'hui, quoi. On va terminer un peu plus légèrement avec vous, Philippe Martin, avec un supplément sur la Martinique dans Région Magazine aussi. Une très belle région, très belle région, et en plus un modèle au niveau de l'organisation territoriale, puisqu'on vient d'assister à la fusion de la région Martinique et du département de la Martinique dans une collectivité unique. Donc on analyse à la fois les conséquences que ça a sur le plan technique, mais aussi sur le plan économique. On a vu ce qui se passait en Guyane. Les chiffres de la Martinique sont les mêmes que ceux de la Guyane, 22% de chômeurs, 40% de chômage chez les jeunes, avec en plus un autre problème, c'est la dépopulation de la Martinique, c'est-à-dire qu'il y a une fuite des gens vers un supplément de 140 pages à découvrir, c'est très intéressant. La Martinique dans Région Magazine. On retrouve tout à l'heure Philippe de Sertine et vous-même Philippe Martin dans la partie débrief, en présence de l'invité aujourd'hui, c'est Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Je suis sûr, Philippe de Sertine, que vous aurez des questions à lui poser sur le programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Merci, à tout à l'heure. Tout de suite, on passe à la météo des territoires, justement. Philippe Martin et Olivier Allemand, qu'on regarde ensemble. C'est d'ailleurs Campagne TV qui l'a produit, on la regarde ensemble. Magnifique. Est-ce qu'il y a la Martinique? La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, l'invité politique de 8h, c'est Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Mais tout de suite, on passe aux Zappélisés, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde tous ensemble. Ce qui est en cause, c'est pas Pierre-Paul ou Jacques, c'est pas la tête que nous avons, l'allure que nous avons, c'est la politique que nous allons mettre en œuvre. Monsieur Mélenchon est encore une fois un immigrationniste absolu. Il est pour la régularisation de tous les sans-papiers, il est pour l'ouverture totale des frontières à l'immigration. Si vous élisez un de ces trois-là, vous allez cracher du sang. Voilà ce qu'ils ont mis à l'ordre du jour. Moi, je suis un combattant. Je n'ai pas été, on m'a pas donné vie dans un appareil ou dans une antichambre enfumée du Parti socialiste. C'est le peuple de gauche qui m'a donné vie. C'est lui qui me donne de la force. C'est pas ma copine. Monsieur Hollande soutient Monsieur Macron. Il n'ose pas le dire, car le bilan de M. Hollande est tellement déplorable que M. Macron probablement pense que ce n'est pas un soutien très positif. Mais il n'en demeure pas moins qu'il soutient M. Macron. J'ai rencontré Emmanuel Macron à l'Elysée au début de la présidence de Hollande, et il n'a pas fait la réforme bancaire qu'on attendait, il en a fait une fausse. Et maintenant, Hollande, qui le suivait aussi sur ce plan, eh ben, le soutient, il y a une cohérence, il y a une logique. Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que ce système-là, on n'en veut plus. On veut que le renverser, on veut qu'il y ait une bataille sociale, on veut qu'aujourd'hui la population elle retrouve de la confiance dans ses propres forces et qu'elle a envie de relever la tête. Pour Fillon, les choses sont assez claires. Lui-même revendique être le serviteur dévoué de la bourgeoisie. Et puis il faut le dire, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Avec son arrogance, avec ses leçons de morale, du genre faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et quand je regarde les candidats à l'élection présidentielle, franchement, je veux pas faire ma Marielle Guetchel, mais je pense que je suis le plus en forme. Voilà, et de loin. Vous savez que les bookmakers britanniques qui jouent de l'argent, eh bien maintenant m'ont placé en 5e position devant Benoît Hamon. Ça vous a fait sourire, ça? Oui, ça m'a fait sourire. Quand je propose 40 000 places de prison et que mes concurrents et adversaires proposent 10 000, c'est moi qui suis dans le vrai. Je suis un Français au milieu des Français. Je ne suis pas quelqu'un de fantasque. Si je dis qu'il faut sortir de l'euro, c'est que j'ai des raisons extrêmement sérieuses de le dire. Vous en êtes les premières victimes, et puis aussi les détenus, il y en a qui se comportent bien, qui sont les premières victimes, et qu'en fait c'est la loi de la jungle, c'est-à-dire que ce sont les plus forts dans une prison de la République, c'est la loi de la jungle. La mesure symbolique que je proposerais, ce serait de rendre l'Élysée à la population, tout simplement, c'est-à-dire de transformer l'Élysée en salle de réunion ou en maison des associations. C'est l'heure de la performance de ce Poutou. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Alexis Corbière. Bonjour Alexis Corbière, vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Christophe Bordet, le rédacteur en chef de Sud Radio. Bonjour. Et Michael Zamès, le spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Michael, merci d'être avec nous. Alexis Corbière, selon plusieurs médias ce matin, les juges d'instruction qui enquêtent sur les soupçons d'emploi fictif des assistants Front National au Parlement européen demandent la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen. Est-ce que c'est une instruction des juges à 9 jours de l'élection présidentielle? Est-ce que c'est leur rôle? Bon, il faut que la justice se passe. Voilà. Quand vous faites un délit, si vous roulez trop vite, si je me fais flasher sur l'autoroute et qu'on m'arrête, je ne vais pas dire, écoutez, on est à 9 jours de l'élection présidentielle, laissez-moi continuer. Bon, voilà. Mais vous entendez ce qu'elle dit, instrumentalisation, oui, mais c'est machination. Une stratégie qu'elle utilise, d'accord. C'est un peu. Je ne vais pas refaire ce que disait M. Poutou, pour le coup, l'immunité ouvrière. Moi, j'ai pas l'immunité enseignante. Non, mais. Ça fait plusieurs mois que cette affaire tourne. Je ne sais pas quelle est la proximité de l'élection là qui pose problème. Oui, mais qu'elle s'explique, voilà. S'il y a pas de problème. Vous demandez ce matin qu'elle s'explique une bonne fois pour toutes? Moi, je ne demande rien. La justice fait son travail. Non, mais je suis comme tous les citoyens. J'ai pas comme stratégie pour lutter contre le Front National, dont je dénonce le programme, dont j'explique le danger,
je suis pas un supplétif de la justice, mais là, elle fait son travail, ce serait bien qu'elle y aille. Sur d'autres affaires aussi, j'ai cru comprendre, elle est aussi, on lui demande également des convocations devant la justice pour s'expliquer. Et je trouve qu'elle fait à l'inverse une contre-stratégie. Au secours, on m'attaque, c'est la preuve que. En fait, elle en joue, elle en rajoute pour pouvoir dire c'est la preuve que tout le système judiciaire est contre moi. Mais ça fait quand même des années, au-delà de Madame Le Pen, que la famille Le Pen, que le Front National, quand on accumule toutes les histoires de sous-estimation du patrimoine fiscal, du système de l'association de financement qui fait que chaque candidat doit absolument acheter un kit auprès du parti qui dégage une marge avec le remboursement public. Donc, il y a de quoi s'interroger. Donc, il est quand même peut-être pertinent qu'il y ait une explication qui soit donnée à la justice pour qu'on tranche ces affaires-là. Et on voit bien comment elle-même, elle fait traîner peut-être les choses pour en profiter et dire la preuve que tout le monde est contre moi. Elle fait durer les choses. Voilà, mais je suis pas venu. Pardon, je réponds sur toutes les questions avec grand plaisir. Non, mais pour passer, je pense qu'il est bien. Ce matin, j'entends bien. Bah écoutez, qu'elle rende des comptes à la justice, puis on verra. Le danger du Front National, c'est pas seulement ses indélicatesses vis-à-vis de la justice, c'est les coups qu'elle porterait. Non, mais tiens, puisqu'on parle d'indélicatesse, une petite question pour finir sur ce sujet. Est-ce que pour vous, Philippe Poutou est crasseux et mal élevé, comme le dit Marion Maréchal Le Pen ? Ça, c'est vraiment l'arrogance de classe de la petite bourgeoise qui se permet de parler comme ça d'un homme qui a quand même le droit de s'habiller comme il veut. Il n'est pas crasseux. Je l'ai croisé l'autre jour à la télévision. C'est un homme en t-shirt, oui. Voilà, il a le droit d'être en t-shirt. On peut penser ce qu'on veut de son style. On est dans une société de communication. C'est une manière de communiquer de Philippe Poutou. Très bien. Pour autant, pour être passé à côté de lui, il n'y a pas d'auréole de sueur sous les bras. Il est normal, il parle, il travaille. Bon. Et sans doute, il a beaucoup plus travaillé que Madame Marion Maréchal Le Pen, qui est passée directement de ses études à être députée parce que son grand-père lui avait donné une circonscription. Donc elle devrait quand même baisser d'un ton parce qu'elle fait vraiment partie de ceux qui héritent d'une circonscription qui était la circonscription où le Front National faisait le plus de voix, et grand-papa a dit « je veux qu'elle soit là ». Le même grand-papa, par ailleurs, aujourd'hui, qui met au placard parce qu'ils s'aperçoivent que toutes les horreurs qu'il a racontées durant sa vie antisémite... Et qui rend hommage quand même aussi, faut le dire, et qui rend hommage aussi au tribun Mélenchon. Ça, j'ai vu, il est de bon ton. À la une du magazine Minute. Mais oui, non, mais j'ai vu, c'est la dernière, comment dirais-je, petit coup de patte pour dire, moi, Mélenchon, etc. Bon, s'il s'agit d'observer le style oratoire, on a même le droit d'être extrême droite et de considérer que Jean-Luc Mélenchon est indiscutablement le meilleur tribun de la classe politique française, si c'est lui qui le dit, après tout. Alexis Corbière, si on écoute François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, les chars de l'armée rouge sont aux portes de Paris. Vous êtes venu avec votre char? Voilà. Non, je suis venu en MiG, j'ai été parachuté. Ah, carrément. Bah oui, j'ai appelé le Kremlin, puis j'ai dit à Vladimir Poutine, j'ai une matinale à Public Sénat, et il m'a dit... Et à Sud Radio. Tavarich Corbière, il n'y a pas de problème. Et non, mais je veux dire, au-delà, on en rigole, mais on est dans une communication qui a type 74, je crois, puis 81, où la victoire de François Mitterrand devait amener le défilé du char de l'armée rouge sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, c'est l'aviation russe. Enfin, on reste sur des fondamentaux où il s'agit de faire peur aux moineaux. J'ai vu la une du Figaro l'autre jour qui, quand même, est pas piqué des verres, à tel point que Jean-Luc Mélenchon s'est amusé à dire bravo, le Garofi, vous avez réussi à quelque sorte, à reprendre le contrôle de la une du Figaro. Et on y va tous les jours. Sachez, ceux qui me regardent, que je suis ami de tous les dictateurs du monde. Dès qu'il y a une ordure qui met les gens en prison, c'est mon copain. D'ailleurs, l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est que tous les tyrans de la planète soient accueillis, on va leur dérouler le tapis rouge, etc. On nous donne la leçon, les mêmes qui vendent des armes au Qatar sans aucun problème, et qui sont, à mon avis, beaucoup moins exigeants, évidemment, quand il s'agit faire du marché avec des monarchies pétrolières et autres régimes dans lesquels on fête les gens et où les femmes n'ont pas droit. Non, mais cela étant dit, que les choses soient claires. Mais quand même, parce que les attaques, elles viennent de partout, comme vous le dites, effectivement, et même de syndicalistes comme Laurent Berger hier. J'ai vu ça. Alors j'adore. Alors j'informe, voilà, le Alexis Corbière que je suis a été reçu il y a à peu près 15 jours, invité par Laurent Berger, qui m'a serré la main au siège de la CFDT où je suis allé représenter Jean-Luc Mélenchon. J'ai été très bien accueilli. Il vous a dit que vous aviez une vision totalitaire? Non, il m'a pas du tout dit ça. Il nous a applaudi. J'ai présenté nos propositions. On était bien accueillis. À la fin, il m'a remercié. Mais il posez-lui la question. Des références de Mélenchon, par exemple, sur le Venezuela de Chavez. Alors c'est vrai. Non, mais c'est vrai quand même que vu l'état du Venezuela, on se dit si Mélenchon se réfère au Venezuela, ça fait pas rêver. Donc, alors voilà. Donc je vais répondre. Premièrement, j'invite Laurent Berger, qui est un homme que je respecte, à rester aussi, il a le droit de faire de la politique, mais qui disent donc là je suis pas syndicaliste, je vais faire désormais de la politique et je vais donner mon opinion, et parce que peut-être qu'il a des sympathies plus proches de tel ou tel candidat, notamment sur la question de la loi Macron, de la loi El Khomri, pardon, c'est ce que je suis allé leur dire au siège de la CFDT, très bien, mais qu'il en rajoute pas. J'informe d'ailleurs qu'à tel point il ne croit pas à ce qu'il dit, qu'il y a 15 jours je représentais Jean-Luc Mélenchon au siège de la CFDT, où j'ai été accueilli, tout ça est en ligne, on peut me voir, on a discuté sur nos propositions. Donc vous voyez bien que le caractère un petit peu
sorti du chapeau, si je peux permettre l'expression, de l'attaque. Deuxièmement, concernant le Venezuela, écoutez-moi bien, et je l'ai dit plusieurs fois, vraiment, ça n'a jamais été notre modèle, je le dis. Nous avons considéré qu'à une époque, des choses étaient faites qui ont fait reculer la pauvreté, l'analphabétisme. Mais aujourd'hui, il y a une situation, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, qui ne nous satisfait pas, de tension dans le pays. Et il serait bon, même, on a même proposé... Oui, on crève de faim dans le pays, mais bon. C'est pas seulement... Écoutez, on crève moins de faim qu'à une certaine époque. Je rappelle, si vous voulez qu'on parle du Venezuela, avant que M. Chavez arrive au pouvoir, grâce à des élections, il y avait un gouvernement social-démocrate qui avait fait tirer sur des manifestations à Caracas. Et la violence physique, avec des morts dans la rue, était par des gouvernements qui faisaient partie de l'internationale socialiste. C'est la raison pour laquelle une vieille scène politique s'est effondrée et que des hommes comme Hugo Chavez sont arrivés en mettant à profit la manne pétrolière pour faire reculer l'analphabétisme. Pas d'alliance avec le Venezuela, pas d'alliance bolivarienne puisque c'est le grand truc du moment. C'est un pipeau, mais quel pipeau. C'est quoi cette alliance? Non mais c'est une petite alliance caribéenne. Chapitre 62 du programme de Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est marrant, tout le monde l'a relu. Alors de quoi il s'agit? C'est une petite alliance locale, caribéenne, de solidarité, de coopération. Je rappelle accessoirement que la France ayant, notamment à travers la Guyane, un pied dans cette région du monde, il n'aurait pas été idiot qu'on participe à, je veux dire, c'est vraiment local, à des coopérations, faire reculer l'analphabétisme, échanges culturels, sur des questions de santé, avec des pays de la région. Alors on veut faire croire, et c'est M. Patrick Cohen qui l'a fait, à commencer par moi, à l'occasion d'une émission, où nous discutions sur l'OTAN, mais voyez la mauvaise foi, et je le dis, et je lui ai dit à Patrick Cohen, on discute de l'OTAN, j'explique notre position par rapport à l'OTAN, et ça se termine en disant, oui, on quitte l'OTAN et on rejoint l'alliance bolivarienne. Sous-entendu, ce serait une alliance militaire en quelque sorte, avec les quelques petits pays des Caraïbes. Tout ça est absurde, c'est ce que j'appelle faire peur aux moineaux. On peut discuter du fait, oui, moi je suis pour un monde avec multipolaire, dans lequel la France, avec l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, nous créons des zones d'espace économique, d'échange, mais qu'on arrête de faire croire, je ne sais trop quoi. Ce qui m'amuse, c'est le caractère répétitif de tout ça, où tout le monde se met à découvrir des choses que... À l'heure actuelle, la seule chose qui est intéressante pour certains, c'est de nous faire affront. Mais... je le dis de bon matin, mais moi je vois que c'est l'hommage du vice à la vertu, ça m'amuse. Ça veut dire qu'effectivement, de plus en plus de gens nous font confiance et il faut faire peur. Mais n'ayez pas peur. Alors, c'est Alexis Corbière. N'ayez pas peur. C'est Alexis Corbière. C'est le mot du matin, n'ayez pas peur. Le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, qui est notre invité ce matin sur Public Sénat et Sud Radio. Alexis Corbière, si Jean-Luc Mélenchon, votre champion, arrive au pouvoir, quel sera son premier geste? Quelle sera sa première mesure? Écoutez, de toute façon, il y aura énormément de tâches. C'est toujours difficile de répondre à cette question-là. Mais elle sera économique, elle sera sociale, elle sera institutionnelle. Il ira embrasser Angela Merkel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura sans doute assez rapidement des mesures à prendre pour aller au niveau européen, commencer à discuter avec nos amis allemands, leur dire les désaccords que nous avons avec eux, la façon dont nous entendons aujourd'hui, créer une situation nouvelle pour que les traités soient revus. Ça peut être une des premières tâches qui est prise pour bien montrer la direction. Ça ne se réglera pas à non rendez-vous, mais c'est clair que ça donnera le ton que conformément à ce que nous avons dit, cette Europe notamment qui interdit l'harmonisation fiscale et sociale, qui fait qu'il y a des délocalisations de plus en plus importantes d'entreprises françaises au sein de l'Europe qui vont en Pologne, que ça ne peut plus continuer, ça nous pourrons aller le dire. Nous pourrons assez rapidement dire en France, il y a une invalidité, si je puis dire, de la directive des travailleurs détachés qui amène une situation de concurrence. Donc premier geste, une discussion. Non mais ça pourrait être, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas eu l'échange avec Jean-Luc Mélenchon et avec l'équipe, ce que nous ferons, mais là je me prête à l'exercice qui est le vote. Ça pourrait être aussi rapidement d'augmenter le SMIC, nous l'avons dit, à 1 300 €. Ça pourrait être aussi... 1 300 € net. Oui, net. Bien sûr. C'est 1 700 brut, hein, c'est oui, ça. bien sûr. Nous parlons de ce que les gens ont à la fin du mois. C'est 173 €. Déjà, vous prendrez l'argent. Mais écoutez, vous savez, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels il y a le SMIC, notamment, je pense à la restauration rapide, je pense à la grande distribution, où il y a des profits significatifs qui sont faits. Hein, ne perdez pas ça de vue. Mais ça fera du bien, ça relancera l'activité, notamment l'économie populaire, la consommation. Il y a beaucoup de PME qui fermeront aussi. Non, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je crois que nous avons même le meilleur programme pour les PME. Est-ce que vous avez suivi notre fonds interentreprise qui fait que la fiscalité pour les entreprises baissera pour les petites entreprises et augmentera pour les grandes, pour que les grandes aujourd'hui aident les petites. Aujourd'hui, il y a un scandale qui fait que des grandes entreprises payent moins, ont une fiscalité moins importante que les PME et les TPE. Deuxièmement, par exemple, nous sommes pour le taux d'escompte à taux zéro, qui fait que pour beaucoup de petites PME, il y a un problème, c'est que leurs factures ne sont pas payées, elles sont payées en retard. Avec notre BPI, on pourra s'adresser à la BPI, nous paierons directement la facture, et c'est la BPI qui ira chercher le paiement de la facture. Les marchés financiers s'inquiètent parce que depuis toujours... Finalement, ceux qui vont cracher du sens, c'est avec vous. Ah, mais attendez, alors, deux choses. Parce que les marchés financiers, ils sont au service d'une logique, la financiarisation de l'économie, et quand un homme arrive et dit on va partager, au secours, ils ne veulent rien lâcher. Rien. Ils ne voient pas l'état du monde, l'état dans lequel ils l'ont mis. Chômage de masse, désindustrialisation, rien n'affiche. Leur seule règle, c'est le cash, le pognon, il faut que ça continue. Bon, si Mélenchon arrive au pouvoir, la France ne sera pas en ruine. C'est la raison pour laquelle une chose m'intéresse, c'est le peuple. On a le droit
on a le droit de faire d'autres choix économiques. Et il n'y a pas une instance brumeuse s'appelant les marchés financiers qui va dire au peuple ne votez pas, écoutez-nous. Donc ça ne sera pas la ruine pour le peuple. Mais c'est l'inverse. Mais même pour l'économie de ce pays, ça fera du bien qu'il y ait une relance de l'activité économique. On va investir les 100 milliards d'euros. C'est nécessaire pour la relance de l'activité économique. Donc quand François Hollande dit qu'il met en garde contre le péril Jean-Luc Mélenchon, il se trompe? Mais les bras m'en tombent. On est passé de Hollande 2012, mon ennemi c'est la finance, Hollande 2017, mon ennemi c'est Mélenchon. C'est incroyable. Incroyable. Moi, je fais partie de ceux qui ont appelé à voter Hollande au deuxième tour face à la droite. Voilà ce que fait cet homme, lui, à la veille du premier tour. Au secours! Et après, il y avait le péril jaune à une époque, maintenant c'est le péril Mélenchon. Mais où on en est? C'est quoi cette peur d'un seul coup? Pardon de l'expression, je veux choquer personne, mais de celui qui, quoi, il y a quelqu'un qui propose un autre partage des richesses, la justice sociale, qui dit ça suffit la pauvreté. Incroyable. Mais d'où vient cette excitation, si ce n'est un caractère manœuvrier? S'il veut appeler à voter M. Macron, qu'il le dise clairement. Mon candidat, c'est M. Macron. Si vous voulez continuer ce que j'ai fait, c'est M. Macron. Mais parlons sérieusement. Arrêtons de faire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Arrêtons de faire peur. On a le droit d'être en désaccord avec moi. Il n'y a pas de problème. On a le droit de considérer que le programme de Jean-Luc Mélenchon n'est peut-être pas la solution. Mais parlons argument contre-argument, pas en sottise où d'un seul coup un président, par exemple, il ne pourrait pas s'oppuper de la Guyane. On a un territoire français quasiment en situation de grève générale. Ça serait plus utile que ça y est, les barrages se lèvent là. Oui, parce que les gens sont raisonnables. Pour le week-end de Pâques. Pour le week-end de Pâques, mais quand même, il y a une situation de chaos. Il ferait mieux de s'en occuper, M. Hollande, plutôt que de participer. À votre place, hier, il y avait Benoît Hamon. Comment va-t-il? Écoutez, ça va pas trop mal, c'est ce qu'il nous a dit en tout cas. Il a dit... Il est combattant. Il a dit que vous lui avez dit que c'était un obstacle à l'arrivée au pouvoir de Jean-Luc Mélenchon, et il dit il faut que vous alliez prendre vos infos auprès du chef. Ça veut dire qu'il y a finalement une alliance entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Non, mais surtout c'est une bonne chose, et je profite du micro. Moi, je ne demande pas, et Benoît Hamon a raison de le souligner, je ne demande pas son retrait, c'est pas ça. Et peut-être que ma formulation d'ailleurs était parce qu'on me disait... Moi, vous êtes fait taper sur les doigts par... Pas du tout. C'était une erreur, votre formulation est une erreur. Mais non, c'est pas ça. La manière après dont on reprend, qui donne l'impression, alors que vous m'avez déjà invité, j'ai une ligne constante, je dis toujours la même chose, et Benoît le sait, que moi je ne demande pas le retrait de Benoît Hamon. Il fait sa campagne. Je lui disais, en l'occurrence, nous parlions avec un de vos confrères de LCI, je lui dis, regardez en même temps la belle campagne qui est là. Je sais, parce que j'ai quelques informations aussi d'entourage de Benoît, qu'il regarde ce que nous faisons, et que quand même ils sont marqués par le succès de ce que nous faisons. J'ai envie de lui dire... Voilà, regarde ce qu'on fait et on est... Pour que les choses soient claires, vous ne lui demandez pas de se retirer. C'est terminé. Mais surtout, c'est une perte de sens. Je sais qu'il est engagé là-dedans. Et de toute manière, en plus, s'il prenait cette décision, c'est que Benoît Hamon et son équipe qui la prendraient. C'est pas Alexis Corbière. Benoît le sait très bien. Alexis Corbière, Corée du Nord, Afghanistan, Syrie, America is back, ça vous inquiète ou pas? Oui, parce qu'on a quand même une stratégie militaire américaine, celle du big stick, offensive, qui cogne. Moi, je suis pour des instances internationales comme l'ONU. Il faut la diplomatie, même si ça prend du temps. La diplomatie, c'est toujours mieux que la guerre. Et là, on a un personnage qui est complètement... pas totalement fantasque en vérité, qui redessine d'autres rapports de force internationaux, mais qui le fait avec une stratégie qui a échoué. On a vu ce qu'a fait M. Bush, bombarder, frapper au nom du fait qu'il faudrait mettre à bas les tyrans du monde. Moi, je ne veux pas qu'un pays soit le grand shérif de la planète, qui généralement en plus récupère toujours des intérêts matériels et en fonction de ce qu'il a fait. Merci. Merci Alexis Corbière d'avoir été invité de cette matinale d'infos. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, Alexis Corbière reste avec nous pour ce débrief de l'actualité et des propos que vous avez tenus ce matin sur ce plateau. Je vous présente Philippe de Sertine, économiste, éditorialiste, professeur d'économie bien connu, et je vous présente Philippe Martin, qui dirige la rédaction de Région Magazine. Alors, l'économie intéresse plus particulièrement, vous l'imaginez, Philippe de Sertine. Il est d'ailleurs membre du Haut Conseil des finances publiques. Et il a évidemment des questions à vous poser suite à ce que vous avez dit ce matin, Philippe. Oui, non, je crois vraiment à un point très très important. C'est que la marge de manœuvre est très étroite. Quand vous avez parlé tout à l'heure des premiers jours, ou en tout cas du démarrage, après vous avez évoqué donc l'augmentation du pouvoir d'achat. Il y a une vraie interrogation qui se pose sur l'économie française en ce moment. C'est que l'année dernière, par exemple, le pouvoir d'achat des Français a augmenté plus que dans la zone euro.
Et qu'est-ce qu'on voit? Ça fait exploser les importations. C'est-à-dire notre système économique aujourd'hui, en réalité, on va dire, si vous engagez par exemple l'augmentation du SMIC et une énorme augmentation du pouvoir d'achat français, ça va entraîner, on va dire, une énorme augmentation du déficit du commerce extérieur. Et ça, c'est un Et il faut le problème. redire, 1 300 € net, 1 700 € brut, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais ce que vous pointez, premièrement, il y a tout de même une augmentation du pouvoir d'achat, mais qui est structurellement pas bien répartie, tout de même. On a de plus en plus une concentration de richesse sur une minorité de Français. Et moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est quand même la consommation populaire, qui est importante. Deuxièmement, entendez quand même l'argument que quand on considère que le seuil de pauvreté, je vais l'arrondir à 1 008 €, est autour de 1 000 €, et que le salaire minimum est à peine 100 € au-dessus du seuil de pauvreté, on a une difficulté objective qui concerne 14% des salariés français. Qu'on ne peut pas accepter, qu'une grande puissance comme la France ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, le salaire minimum ne permet pas d'habiter dans des grandes agglomérations en fonction du prix des loyers, du prix de la vie. Donc ça, c'est un problème objectif sur lequel tout de même l'économie doit un peu se mettre au service de cela. Troisièmement, et pardon, quel était votre... excusez-moi, je perds le fil de ce que vous m'avez dit. Je vous disais que l'économie française, Oui. je vous suis complètement, hein, et même le vrai problème, c'est l'exclusion, même encore, Oui, pardon, non. encore Et au-delà vous de ça. disiez au niveau de l'importation. Effectivement, après, c'est important de sortir d'un modèle qui est que l'augmentation, on va dire, de consommation populaire se tourne vers toute une série de produits. Non seulement vous évoquez le fait qu'il y aurait des importations, mais même des produits qui sont, comment dirais-je, eux-mêmes qui alimentent le grand déménagement de la planète. D'accord, c'est la raison pour laquelle vous suivez ce que je suis en train de dire. C'est exactement ce que je vous dis Donc aussi. c'est la raison pour laquelle vous savez que notre programme ne s'interdira pas de mettre en œuvre quelque chose sans doute qui va vous faire hurler, mais du protectionnisme solidaire, du protectionnisme écologique, qui fait que nous avons une relocalisation de l'économie. Non, c'est pas le problème. Hein. C'est pas le problème. C'est-à-dire que là, nous parlons de biens dont nous avons besoin au quotidien. Oui. C'est-à-dire quand vous dites, par exemple, du pétrole, par exemple, des éléments liés à l'informatique que nous utilisons au quotidien, on les fabrique pas. Donc le protectionnisme, c'est très bien, mais sauf qu'on n'a pas le choix. Pourquoi nous importons massivement? Pour certains secteurs de l'économie, c'est pas pour j'entends bien. certains secteurs, c'est Là, vraiment par exemple, l'immense majorité. Hein. C'est-à-dire qu'on voudrait bien produire, mais on le fait pas. Et donc là, on va dire dans les 15 jours, dans les 6 mois, dans l'année. Non, vraiment. C'est-à-dire que là, janvier, février 2017, on vient de voir encore à nouveau notre commerce extérieur qui se détériore, une explosion de nos importations. Nous n'arrivons pas à exporter, ça c'est une chose, mais nous n'arrivons pas non plus à compenser les importations. Donc c'est ça la vraie question lorsque vous avez l'augmentation du pouvoir d'achat. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un État stratège se pose le problème d'une relocalisation de l'économie, que s'il n'est pas vrai que nous avons besoin de tout faire venir, il y a sans aucun doute des produits que nous ne produirons jamais sur le territoire national, mais on peut quand même avoir une autre logique que celle de le laisser faire depuis des années, qui a amené les délocalisations que j'ai évoquées. Mais ça prend combien de temps? On va se mettre au travail. Quand par exemple nous disons, vous êtes avec vous la non plus dette. n'avez pas la solution immédiate. Attendez, donc on peut pas. Non mais j'entends bien, mais ce que je suis en train juste de vous moi je dire ne suis que- pas un magicien qui est va. pas membre d'un parti Non mais j'entends politique. bien. Non, pardon, excusez-moi. Un spécialiste de l'économie. Je comprends. Non mais je comprends. Mais tout de même, quand nous disons par exemple, allez, est-ce qu'on va sortir? Est-ce que notre objectif d'aller vers 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050? C'est un chantier incroyable dans lequel, sur des secteurs industriels, nous pouvons montrer la voie. Il va falloir fabriquer des éoliennes, fabriquer des panneaux photovoltaïques. Bien souvent, c'est des choses qui ne peuvent pas être, qui sont nécessairement sur le territoire national. Parce Il faut de l'argent pour ça. Mais aujourd'hui, vous nous avez sommes suivi juste à la limite de l'explosion si jamais les taux remontent. Si quand M. Mélenchon Si jamais les taux remontent. Pour l'instant, ils sont quasiment à taux zéro. Oui, on est d'accord. Oui, non, mais c'est important. Il y a des Commençons- inquiétudes. Non, mais attendez. Ils que les sont choses soient déjà en claires. train de s'écarter. Ils sont J'entends, déjà alors, en train de s'écarter. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de l'argument, je comprends ce que vous dites, mais il n'est pas acceptable, parce que vous êtes comme moi un démocrate, qu'une politique économique soit mise en danger et disqualifiée par le fait que si elle se mettait en œuvre, les marchés financiers vont lui porter un coup. Les marchés, c'est le fait que nous empruntons, c'est-à-dire qu'on ne dégage pas assez de richesse. C'est comme si vous me disiez, dans une famille, c'est pas normal que si je prête à mes enfants, je leur demande... C'est la même chose. Laissez-moi répondre à ça, parce que premièrement, l'activité économique, il faut aussi savoir la relancer. Vous savez comment c'est. Si on asphyxie l'activité, nécessairement ou non, elle ne produit rien. Le fait d'investir 100 milliards d'euros, 100 milliards d'euros, c'est la baisse exactement depuis 2005 des investissements publics de M. François Hollande. Il s'agit de se remettre au niveau en quelque sorte, relancer l'activité économique. On ne les a pas. Mais il s'agit de les emprunter auprès de la Banque Centrale Européenne. Mais la Banque Centrale Européenne, il faudrait qu'elle l'accepte dans un contexte de marché qui lui permette de le faire. C'est la raison on pour a laquelle un certain nous nombre de avons une partenaires. stratégie vis-à-vis notamment de l'Europe qui consiste à dire au bout d'un moment, si la Banque Centrale Européenne ne veut pas jouer le jeu, alors qu'elle est là pour ça, je vous le rappelle. Elle est là, elle donne combien? Là, on est dans les 6 mois qui viennent. Honnêtement, vous êtes dans
dans une situation super tendue. Mais pourquoi tendu? Parce que les seuls arguments que vous avancez, je les entends. Non, c'est une volonté politique de dire non, on ne vous aidera pas. C'est pas politique. Mais elle donne combien la banque? Rappelez, c'est technique. Rappelez à ceux qui nous regardent, elle donne combien la Banque Centrale Européenne chaque mois? Mais elle ne donne pas. Mais elle prête combien? Mais non, mais elle prête combien? Monsieur Corbière, vous parlez de transition énergétique. Oui. C'est intéressant. Ce sont les régions qui portent ces programmes actuellement et avec beaucoup d'efficacité. C'est le rédacteur en chef de Région Magazine. Vous supprimez les régions dans votre programme. Donc moi, on a analysé, nous, le programme de tous les candidats. Certains nous ont répondu. Jean-Luc Mélenchon, ses équipes nous ont répondu. On leur remercie. Ils suppriment les régions, ils suppriment les métropoles. Comment vous faites, comment vous remplacez ces territoires du jour au lendemain? C'est ce qu'il a prévu. Bonne question. On abroge toutes les lois qui ont été votées depuis 3 ans. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites? C'est posé. Allez-y. Vous parliez de transition écologique ou non, ce que nous Prenez l'exemple de la transition parce que c'est les régions qui en ont la compétence, mais vous les supprimez. Donc qui va assumer ça? La transition écologique ne sera pas. C'est à l'État de montrer la direction. Permettez-moi de redonner un dernier argument. Par exemple, le carénage de nos centrales nucléaires, si nous voulons qu'elles restent au niveau. Mais vous les remplacez par quoi les régions? Vous ne répondez pas, Philippe Martin. Non, mais actuellement, l'organisation des grandes régions qui visent souvent à mettre les territoires en concurrence les uns avec les autres ne nous va pas. Cette logique-là ne nous va pas. Par quoi concrètement? Mais il continuera à avoir les communes, on peut réfléchir à ce qu'il y ait une autre forme d'organisation, il y a le département qui continuera d'exister. Vous revenez à la France napoléonienne, un État, j'attendais l'argument. Mais oui, vous savez que c'est exactement le programme de Marine Le Pen, vous avez exactement le même programme. Vous pouvez continuer comme ça, oui, et alors? Non, mais c'est vrai. Non, mais moi je voudrais comprendre toutes les compétences. Vous savez que le programme des régions, c'est le programme de Mme Merkel, aussi de M. Fillon. Qu'est-ce que ça veut dire de parler comme ça? Qui va prendre en charge les compétences des régions? Répondez, c'est une question simple. Mais pour quelle raison actuellement que ce soit les communes, les départements ne seraient pas ceux qui continuent à mener? De quelle politique parlez-vous? En matière d'éducation, en matière de solidarité? Des trains régionaux, par exemple. Pardon? Les départements vont s'occuper des trains régionaux, ça va être pourquoi pas ne pas imaginer qu'il y a un plan au niveau départemental ou au niveau régional qui s'occupe de ça? Vous êtes dans un processus de recentralisation. On revient à la France napoléonienne. Mais aujourd'hui, on est dans un processus à travers les régions de féodalisation et de baronnie, vous le savez très bien. Tout de même, ne me faites pas croire, et c'est d'ailleurs le problème de beaucoup de régions, sur la décentralisation, qu'est-ce qu'elle a apporté de si positif? On peut en tirer un bilan. Si on prend les trains express régionaux, ils étaient morts, ils fonctionnent. Alors que si on prend les lycées, ils étaient en ruine, ils sont en bon état maintenant. Et il reste quelques secondes, Philippe. Non, mais la question, c'est dans les 2 ans, c'est la question techniquement, comment vous faites à la limite. Vous voyez, là, on n'est pas dans les grands mots, on est de dire 1 an, 2 ans, vous faites comment aujourd'hui? Les régions, c'est elles qui lèvent l'argent. On parle de milliards d'euros à chaque fois. Vous faites comment? C'est-à-dire la transition va se faire comment? La question ne avec l'État qui est pratiquement sans marge de manœuvre. La réponse, on l'aura pas ce matin. Que des compétences partent qui étaient au niveau régional, aillent au niveau de l'État. Mais la dette des régions, comment elle se transfère? Comment vous allez la transférer à des départements? Vous allez la splitter? Vous allez faire comment? Je veux dire, techniquement, c'est ça. On reprogrammera un débat très intéressant d'ailleurs. Je ne comprends pas pour quelle raison. Merci. Écoutez, l'échange est terminé. On va le continuer de toute façon une autre fois et je vous promets qu'on va vous réinviter en présence de Philippe Martin, merci, et de Philippe de Sertine, les 2 Philippe qui étaient quand même après vous ce matin. Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. On passe au zapping, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Merci. Ce qui est en cause, c'est pas Pierre-Paul ou Jacques, c'est pas la tête que nous avons, l'allure que nous avons, c'est la politique que nous allons mettre en œuvre. Monsieur Mélenchon est encore une fois un immigrationniste absolu. Il est pour la régularisation de tous les sans-papiers, il est pour l'ouverture totale des frontières à l'immigration. Si vous élisez un de ces 3-là, vous allez cracher du sang. Voilà ce qu'ils ont mis à l'ordre du jour. Moi, je suis un combattant. Je n'ai pas été, on m'a pas donné vie dans un appareil ou dans une antichambre enfumée du Parti socialiste. C'est le peuple de gauche qui m'a donné vie. C'est lui qui me donne de la force. C'est pas ma copine. Hein. Monsieur Hollande soutient Monsieur Macron. Il n'ose pas le dire, car le bilan de M. Hollande est tellement déplorable que M. Macron probablement pense que ce n'est pas un soutien très positif. Mais il n'en demeure pas moins qu'il soutient M. Macron. J'ai rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée au début de la présidence de Hollande et il n'a pas fait la réforme bancaire qu'on attendait, il en a fait une fausse. Et maintenant, Hollande, qui le suivait aussi sur ce plan, le soutient, il y a une cohérence, il y a une logique. Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que ce système-là, on n'en veut plus. On veut que le renverser, on veut qu'il y ait une bataille sociale, on veut qu'aujourd'hui la population retrouve de la confiance dans ses propres forces et qu'elle a envie de relever la tête. Pour Fillon, les choses sont assez claires. Lui-même revendique être le serviteur dévoué de la bourgeoisie. Et puis il faut le dire, il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau.
avec son arrogance, avec ses leçons de morale, du genre faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et quand je regarde les candidats à l'élection présidentielle, franchement, je veux pas faire ma Marielle Guetchel, mais je pense que je suis le plus en forme. Voilà, et de loin. Vous savez que les bookmakers britanniques qui jouent de l'argent, eh bien maintenant m'ont placé en 5e position devant Benoît Hamon. Ça vous a fait sourire, ça? Oui, ça m'a fait sourire. Quand je propose 40 000 places de prison et que mes concurrents et adversaires proposent 10 000, c'est moi qui suis dans le vrai. Je suis un Français au milieu des Français. Je ne suis pas quelqu'un de fantasque. Si je dis qu'il faut sortir de l'euro, c'est que j'ai des raisons extrêmement sérieuses de le dire. Vous en êtes les premières victimes, et puis aussi les détenus, il y en a qui se comportent bien, qui sont les premières victimes, et qu'en fait c'est la loi de la jungle, c'est-à-dire ce sont les plus forts dans une prison de la République, c'est la loi de la jungle. La mesure symbolique que je proposerais, ce serait de rendre l'Élysée à la population, tout simplement, c'est-à-dire de transformer l'Élysée en salle de réunion ou en maison des associations. Vive la République. C'est l'heure de la mémoire, monsieur Poutou. Voilà, fin de Territoire d'Info. Demain matin, c'est à 7h30, les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Je vous y retrouve. Et puis lundi, une matinale régulière, comme d'habitude. Merci à vous. Bon week-end, Pascal, et à lundi.